La route 66, une légende américaine. 4000 km reliant Chicago au bord du lac Michigan à Los Angeles sur la côte californienne. Sur l'ancienne grande route de l'Amérique, l'imaginaire et la nostalgie ont toute leur place. L'emprunter, c'est aller à la rencontre de ses habitants. C'est faire un voyage au cœur de l'Amérique. La route 66 démarre ici, à Chicago, sous les rames du métro aérien. Elle a été créée dans les années 20, à une époque où l'on croyait fermement au progrès. Mais avant de prendre la route, petit détour par le temple du capitalisme, qu'est le Chicago Board of Trade. À 9h sonnantes, la plus grande bourse de commerce au monde ouvre ses portes. Ici, on vend et on achète tout ce que l'Amérique peut produire, céréales, soja, bœuf, porc ou jus d'orange. La conquête de l'Ouest a été financée à Chicago et aujourd'hui encore, c'est ici que se négocient les richesses de la partie ouest du pays. Rien d'étonnant donc que la toute première route transnationale avait pour but de relier Chicago avec l'Ouest américain. Chicago se trouve à l'extrême nord-est des États-Unis, sur les rives du lac Michigan. Longtemps, la ville a constitué une véritable force d'attraction pour les immigrés du monde entier. Des ouvriers polonais, des cuisiniers grecs, des artisans allemands, des policiers irlandais, jusqu'aux gangsters italiens. Chicago, c'est la diversité, un concentré du monde entier, plus que toute autre ville. Et je suis allé dans toutes les grandes villes de la planète. Chicago est un véritable creuset culturel. On peut manger polonais ou allemand dans des quartiers où les gens ne parlent même pas l'anglais. Parfois, on ne sait même pas comment commander une escalope panée. Et d'ailleurs, on peut très bien se retrouver avec un autre plat. C'est une ville authentique. Et je pense que rien n'est plus typique de Chicago que le blues. Fils d'immigrés irlandais, Marty Sammons a grandi dans le quartier populaire de South West Side. Ses voisins noirs lui ont fait découvrir le jazz et le blues. Aujourd'hui, il en joue lui-même dans tout le pays et pour cela, chaque fois qu'il le peut, il prend la route 66. La route 66 est parfaite. Il n'existe pas de meilleur moyen pour découvrir la nourriture, la culture, la musique et le peuple américain. Nous quittons la ville du blues pour rouler sur les traces de cette route légendaire. Autrefois grande artère du pays, c'est aujourd'hui une voie secondaire qui traverse l'interminable banlieue de Chicago. La petite ville de Joliet est devenue célèbre grâce aux Blues Brothers. De 1926 à la fin des années 60,
la route 66 constituait la grande et l'unique voie de circulation de ces contrées. Puis, un réseau autoroutier a été mis en place. En 1984, elle a été officiellement déclassée et reléguée au rang de route secondaire. Victimes du progrès qu'ils avaient jadis incarné, les motels, restaurants et stations-service qui l'abordaient ont perdu leurs clients. Le Cozy Dog fait partie des rares établissements à avoir survécu. C'est un petit restaurant de type diner. Son fondateur, Ed Waldmeyer Jr., aurait inventé la Cozy Dog, une saucisse enrobée de pâte de maïs, dans les années 40. Il a ensuite ouvert un restaurant au bord de la route 66. Jusqu'à présent, la famille a résisté à la tentation d'en faire une chaîne. C'est ainsi que Josh, le petit-fils du fondateur, prépare toujours exclusivement ici la spécialité maison. Je trouve que la route 66 est fascinante parce que c'est un pan de l'histoire américaine. C'est sa popularité qui l'a sauvée. Aujourd'hui, quand on roule sur l'autoroute, on ne voit que des McDo et des Walmart. On ne rencontre pas les vrais gens, on ne découvre pas la région. La route 66, elle, traverse de petites villes. On peut donc se faire une idée de l'endroit où l'on est. Ce sont les institutions comme le Cozy Dog qui font le charme de cette route. On y retrouve une Amérique à la fois authentique et cosmopolite. Un groupe de motards français arrive à la station-service d'à côté. Ils ont organisé une virée sur la route 66, ce qui ne se conçoit qu'avec la célèbre marque de moto américaine Harley-Davidson. J'entends le nom de la route 66, mais une énorme histoire. C'est une passion d'abord. C'est une passion, la passion de la route 66, passion de la moto, tout ça réuni, voilà. Et ça nous amène tous ici. Peut-être ça consiste en tout ça, en toute cette diversité, cette musique, c'est l'impression de ne pas savoir ce qu'on va trouver au détour d'un chemin, de découvrir toujours d'autres choses. C'est peut-être ça qui fait le mythe. Cette façon d'avoir un condensé des États-Unis sur une seule route. On n'a jamais l'impression de pouvoir réaliser ce rêve. C'est vrai que c'est un rêve pour les puristes. Donc on se dit, mais on est là, on y est. C'est magnifique, c'est magique. Faire de la moto, ça apporte de la liberté, ça vide l'esprit et ne plus penser à rien, faire le vide total. Et ce matin, j'ai roulé sur cette route 66 et c'était waouh, merveilleux. Nous reprenons la route jusqu'à Springfield, capitale de l'Illinois. Billy Shear, qui approche des 90 ans, a connu l'âge d'or de la route 66 et son déclin. Son fils et lui ont subi le même sort que beaucoup d'autres. Avec la construction de l'autoroute, leurs stations-service et leurs garages ont été délaissés par les clients. C'est à cette époque que Billy a commencé à collectionner les pompes à essence. Quelques années plus tard, son musée est devenu une étape incontournable
pour tous les nostalgiques et autres motards sur les traces d'Easy Rider. Il est particulièrement fier de ce modèle réduit fabriqué de ses mains et représentant la station-service qu'il a reprise à son retour de la Seconde Guerre mondiale. J'y suis resté jusqu'en 1955. Puis j'ai emménagé ici. Voilà comment j'ai commencé dans le métier. Et en 64 ans, le monde a bien changé. Juste après la guerre, on ne trouvait pas de pneus, ni de voitures neuves. Mais maintenant, comme je dis toujours, les gens font 250 km pour un bol de chili. Sur la pancarte, là-bas, il est écrit 7 litres, 1 dollar. Bientôt, on en sera à 7 dollars le litre. J'ai vu le prix de l'essence passer de 3 fois rien à 4 dollars. Mais même à 5 dollars le litre, les gens continueront à en acheter. Plus personne ne se déplace à pied. Le livre d'or de Billy rassemble les témoignages de visiteurs originaires des 4 coins de la planète. Néanmoins, ici, on ne vend rien à personne. Il en va de la fierté de l'héritage familial, même si celui-ci se résume à quelques souvenirs. Parcourir la route 66, c'est faire un voyage dans le temps, retrouver une Amérique qui n'existe plus. C'est revivre une époque où le prestige de l'automobile et la foi dans le progrès technique étaient encore intacts. Juste à côté de l'ancienne route, ces voitures d'un autre âge attendent d'incarner à nouveau le rêve américain. Jadis, elles sillonnaient la route 66. Et si ces hangars ont des allures de musée, ils abritent une armada de véhicules en parfait état de marche. Russ Noel parcourt jusqu'à 1500 km par semaine pour dénicher des modèles anciens bien conservés. Sa femme Anita et lui tenaient une exploitation agricole avant de se reconvertir il y a 15 ans dans cette activité. Ils ont vendu leurs 600 porcs et transformé leur champ de céréales en terrain d'exposition. On est passé de 50 véhicules à près de 600 aujourd'hui. C'est agréable de voyager, d'acheter des voitures et de rencontrer des gens sympas. On vit de notre passion et ça c'est chouette. Russ ne retape aucune de ses voitures. Il se contente de jeter un coup d'œil sous le capot et de faire un essai. Il les revend telles quelles. Maintenant, la vie est plus facile pour nous. Les premières années de mariage, on travaillait dur à la ferme, souvent jusque tard le soir. Et puis un beau jour, j'avais 42 ans et lui 54. On s'est dit qu'il était temps d'arrêter ce métier pénible pour faire quelque chose qu'on aime vraiment tous les deux et qui nous permette de bien vivre.
Tim McBride est de l'aventure depuis le début. C'est l'expert maison. Son père, déjà, possédait un garage sur la route 66. Voici une Chevrolet Bel Air de 1957. C'est une de mes préférées. Tout est d'origine. 4 litres et demi, 8 cylindres. Elle est comme neuve. Voici le modèle A de Ford. C'est avec ça que tout a commencé dans ce pays. Le moteur est d'origine, il fonctionne toujours très bien. À la place du coffre, on a un siège arrière. C'est ingénieux. Dans la plupart des véhicules, les fenêtres arrière ne s'ouvrent pas. Mais ici, il y a une vitre coulissante. Et il y a aussi ça. La plupart des modèles ont 6 cylindres, mais celui-ci a un moteur 8 cylindres en ligne, ce qui est rare. Il est très silencieux. Sur l'autoroute, on peut faire facilement du 130. Cette Pontiac Silver Street de 1948 avec boîte de vitesse automatique et autoradio est à peine plus chère qu'une voiture japonaise neuve. Ces vieilles américaines au chrome étincelant consomment beaucoup d'essence. Mais cela ne dissuade pas les clients qui viennent du monde entier. Russ et Anita ne vendent pas que des voitures, ils vendent aussi du rêve. D'ailleurs, Anita est régulièrement contactée par les représentants des grands studios de cinéma. On a envoyé 12 véhicules dans le Connecticut pour le dernier Indiana Jones avec Harrison Ford. Et ça nous a fait vraiment plaisir. On n'avait rien demandé. On n'a pas cherché à travailler pour le cinéma. C'est eux qui sont venus vers nous. Et on en est très heureux. Nos visiteurs, nous dit Russ en nous raccompagnant, s'offrent un voyage vers un monde révolu. Un monde qui semble meilleur aux yeux de nombreux Américains. Sur la route 66, il faut prendre son temps pour trouver les traces de la grande époque de l'automobile. Près d'un ancien tronçon de route, nous découvrons un motel envahi par la végétation. John's Modern Cabins. Construit il y a une 60aine d'années dans le plus pur style pionnier, il disparaîtra bientôt à tout jamais. Mais il n'y a pas que des nostalgiques qui empruntent la route 66. Le sergent-chef Michael Ross est State Trooper, policier de l'État de l'Illinois, et il circule de temps en temps sur la route 66. Selon lui, cette voie aujourd'hui quasi déserte incite de nombreux automobilistes à rouler à toute allure. Nous le suivons depuis peu de temps et déjà il doit intervenir. Le radar affiche 100 km/h, alors que la vitesse autorisée est de 88 km/h. Les appels de phare indiquent au conducteur qu'il doit s'arrêter immédiatement. Bonjour, madame. Sergent-chef Ross de la police de l'Illinois. Je vous ai demandé de vous arrêter parce que vous rouliez à 100 alors que la vitesse autorisée est de 88 km/h. Vous avez une explication? Non, désolé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Très bien. Permis de conduire et attestation d'assurance, s'il vous plaît. La contravention se monte à 120 $. La conductrice peut reprendre la route, mais la police garde son permis de conduire jusqu'à ce qu'elle ait payé son dû. Sur la route 66, il convient de respecter certaines règles avec la police.
On leur demande de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée, de placer leurs mains sur le volant et de ne pas faire de gestes brusques, comme quelqu'un qui veut dégainer une arme. Certaines personnes veulent se précipiter pour prendre leur permis de conduire. Donc on leur dit toujours de faire des mouvements lents. On doit voir leurs mains en permanence. On leur demande leurs papiers et s'ils sont dans la boîte à gants, ils doivent prévenir l'agent de police qu'ils prennent leur contrat de location de voiture ou leur attestation d'assurance. Même si leur métier a évolué au fil des années, les policiers se retrouvent toujours aux mêmes adresses, comme la pizzeria Luca dans la petite ville de Bloomington. Le lieutenant Chester Henry fait également partie des habitués. Il était proche de la retraite quand le jeune Michael est entré dans son service. C'était il y a plus de 20 ans. Sur l'ancienne route 66, ce sont les carrefours qui nous posaient problème. Il y avait des accidents un peu partout sur cette route, mais la plupart avaient lieu aux intersections. On avait une carte des accidents, sur laquelle on mettait des punaises de différentes couleurs selon la nature de l'accident. Il y avait plein de punaises à chaque carrefour. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on aimait la route 66. Il s'y passait toujours quelque chose. Dans son album photo, Chester a rassemblé les accidents survenus en 25 ans de service sur la route 66. Dans les années 60, l'autoroute sans carrefour a été ouverte. Ça a réduit le nombre d'accidents et les pompes funèbres ont eu moins de travail. À l'époque, c'est elles qui emmenaient les personnes accidentées à l'hôpital. Mais après, celles-ci disparaissaient sans payer. Les pompes funèbres ne touchaient de l'argent que quand un accident était suivi d'un enterrement. Dans leur diner, Michael et Chester ont encore bien des choses à se raconter. Nous, en revanche, nous reprenons la route 66 vers l'ouest. Quelques kilomètres plus loin, nous rencontrons Carol Stutter. Nous sommes vendredi soir à Litchfield, dans l'Illinois. Comme tous les week-ends de mai à septembre, et depuis plus de 50 ans, les premiers clients se pressent pour obtenir les meilleures places. L'entrée du Skyview Theater coûte $6 par véhicule. Autrefois, on comptait 47 cinémas drive-in le long de la route 66. À présent, il n'en reste plus que 8. La principale attraction était les Love Lanes, des coins plus tranquilles pour les couples d'amoureux de l'Amérique puritaine des années 50. De nos jours, on apprécie surtout l'ambiance détendue des Ozons, comme on surnomme ici les cinémas de plein air. À tout moment, on peut aller chercher quelque chose à manger ou attendre simplement avec les autres le prochain film. Il y a 2 longs métrages au programme ce soir. Cependant, le Skyview est en danger. Son propriétaire a plus de 90 ans et il ne veut pas investir dans un nouvel équipement numérique. Le jour où les distributeurs ne proposeront plus de films sur pellicule, on trouvera peut-être ici un centre commercial. Le lendemain matin, nous atteignons le Mississippi, le père des fleuves, ainsi que les Indiens l'appelaient. Sur ses rives se dressent les vestiges de Cahokia, jadis la plus grande ville amérindienne au nord du Mexique. Les nombreuses pyramides et autres lieux de culte sont inscrits au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.
Le tertre des moines est l'emblème de Cahokia. Comment vivaient les 20 000 habitants de l'ancienne cité? Au musée, les archéologues ont entrepris une reconstitution historique. Mais il n'existe aucun document écrit sur cette civilisation du Mississippi. L'apparente quiétude des mises en scène est trompeuse. À l'intérieur des pyramides, les chercheurs ont découvert les restes de sacrifices humains. Une fois par an, le musée consacre une journée aux objets trouvés le long du fleuve. Larry Muller et sa fille Anne Cicero font partie de ces Américains toujours plus nombreux qui s'intéressent au peuple ayant vécu bien avant eux sur leur sol. Les archéologues fournissent des renseignements sur l'ancienneté et l'origine de toutes sortes de pièces. La plupart de ces objets proviennent de ma propriété. J'ai vraiment le sentiment d'explorer l'histoire quand j'effectue des fouilles sur mes terres et que je trouve un objet qu'un homme a tenu dans ses mains et utilisé il y a 9500 ans. Ça donne un peu l'impression d'être avec eux. Si seulement c'était vrai. J'aimerais tellement savoir comment ils s'y prenaient pour tuer du gibier avec ces outils primitifs. À l'époque, ça ne devait pas être facile de trouver à manger. Voici un mataté, une meule qui a une surface lisse et incurvée. C'était parfait pour leurs céréales ou leur maïs. Ensuite, ils utilisaient un manneau comme celui-ci pour moudre. La civilisation du Mississippi a disparu 200 ans avant l'arrivée des Européens. Personne ne peut dire pourquoi Cahokia a été abandonné, ni où ses habitants sont allés. Depuis 1929, la route 66 traverse le Mississippi sur le Chain of Rocks, un pont qui symbolisait jadis le progrès. Il y a quelques années, il a été question de le démolir. Aujourd'hui, il est réservé aux piétons et classé monument historique. Saint-Louis. C'est d'ici que les roulottes partaient autrefois à la conquête de l'Ouest. Avec la Gateway Arch, l'Amérique a érigé un monument à la mémoire de ses pionniers. Cette ville des bords du Mississippi est en pleine mutation. Le 5 mai est la fête des immigrés sud-américains. À Saint-Louis, c'est aussi celle de la scène alternative. Les associations de quartier défilent dans les rues, une parade typiquement américaine. Cette manifestation est aussi l'occasion pour les habitants de montrer leur volonté de survivre dans une ville qui a connu un déclin sans équivalent au cours des 50 dernières années. En tant que membre du club des amateurs de Volvo anciennes, Michael Allen participe au cortège. Beaucoup de ces maisons ont été construites par des artisans d'origine allemande. Dans les années 20, c'était un quartier très vivant. Mais après la guerre, toute la ville a commencé à décliner. Elle a perdu la moitié de sa population. Expert auprès des monuments historiques, Michael connaît mieux que personne l'évolution de ce quartier. Les Afro-Américains se sont installés ici dans les années 60 et 70.
À partir des années 80, les Mexicains sont arrivés et ont ouvert de petits commerces. Depuis 5-6 ans, les artistes redécouvrent le quartier. Actuellement, il y a plus d'une douzaine de galeries et beaucoup de petites entreprises spécialisées dans l'art. Donc le quartier est en train de renaître, sans les usines, sans les grandes entreprises. C'est un processus lent et profond. Comme bien d'autres, Michael a quitté la banlieue pour s'installer dans ce quartier. Cette fête est aussi celle de pionniers urbains qui veulent créer une autre Amérique. Une Amérique qui renoue avec ses racines et se prend en charge. Guidés par Michael, nous plongeons maintenant dans une époque oubliée. Celle de l'ère industrielle américaine. Plus que toute autre ville du pays, Saint-Louis a été touché de plein fouet par la mutation économique. Ceci était une usine de conserve de viande sur un immense complexe d'abattoirs. La salle des machines a été arrêtée voilà 50 ans et laissée à l'abandon. Sur ce site, on a abattu jusqu'à 50 000 bœufs et 30 000 porcs par jour. 4 500 personnes travaillaient ici. Il y avait 2 autres usines qui employaient 2 000 personnes et les abattoirs eux-mêmes en employaient près de 3 000. Au total, plus de 10 000 personnes travaillaient ici 24 heures sur 24 pour approvisionner l'Amérique en viande. Le succès des produits surgelés a signé l'arrêt de mort des conserveries. L'industrie qui a fait les beaux jours de Saint-Louis et de la région a en grande partie disparu aux États-Unis. Saint-Louis était aussi un centre majeur de la métallurgie. Et celle-ci, comme bien d'autres industries, est désormais implantée en Chine, en Inde et ailleurs dans le monde. Voici où vivaient les ouvriers des usines de Saint-Louis. Des quartiers entiers aujourd'hui désertés. Un paysage urbain désolé qui n'en sert pas moins de toile de fond à une scène culturelle florissante. Saint-Louis est en effet un haut lieu du hip-hop. À la tombée de la nuit, les nombreux clubs de la ville s'animent. À l'instar du gramophone. À Saint-Louis, le hip-hop n'est pas cantonné dans un ghetto. Pour le rappeur Tefpo, c'est une musique qui permet de repousser les frontières de la bêtise et du racisme. En fait, je fais de la musique réaliste. Beaucoup de rappeurs se concentrent sur un seul aspect du hip-hop. Moi, je suis un touche-à-tout. Je ne veux pas coller aux clichés parce que beaucoup de rappeurs considèrent leur histoire comme unique. Moi, je raconte des épisodes de mon enfance. Je parle des trucs que je fais. Ce sont donc des réflexions réalistes sur ce que je suis. Tefpo fait partie d'une nouvelle génération de rappeurs qui se sont affranchis de l'attirail du macho. Grosses voitures et chaînes en or.
Dans mon quartier, les rappeurs imitaient les dealers. Ils n'en étaient pas, mais ils faisaient tout comme. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les dealers imitent les rappeurs. Ce renversement des rôles montre bien le pouvoir de la musique dans la société actuelle. La vie est dure, clame Tefpo, mais tu finiras par surmonter les problèmes si tu crois en toi et que tu t'acceptes comme tu es. À la sortie de Saint-Louis, un autre monde commence. Dans le sud du Missouri s'étend une région vallonnée, les Ozarks, une carte postale de l'Amérique. H.K. et Judy Silvey sont mariés depuis 56 ans. Et depuis des générations, leurs familles vivent dans les Ozarks. Dans les années 60, H.K. a travaillé à la construction de la fusée Saturne qui a emmené les astronautes américains sur la Lune. Puis sa femme et lui ont acheté cette exploitation agricole, élevé 4 enfants. Et seule la mort, disent-ils, les feront partir d'ici. C'est ma terre. Du moins une partie. Tout ce que vous voyez ici m'appartient. 130 hectares de terre, 70 bêtes. Ça suffit pour vivre, estime H.K. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas l'argent qu'on gagne, ni la taille de sa maison. L'important, c'est d'aider et d'aimer son voisin. Pour avoir de bons voisins, il faut être soi-même un voisin digne de ce nom. En 19 ans, j'ai déménagé 21 fois et j'ai vécu dans 13 États. Et nulle part, je n'ai vu des gens comme ici. Des gens en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont à vos côtés et qui vous aident quand vous en avez besoin. H.K. et Judy ont eu besoin de cette aide lorsqu'ils ont traversé de bien dures épreuves, comme la mort de leur fils dans un accident et peu de temps après, de gros problèmes de santé. Judy est une fille de la ville. Elle n'imaginait pas qu'on puisse vivre dans une ferme. Et ça a été dur. Ça a été dur. Mais on travaillait pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui encore, à 78 ans et comme tous les lundis depuis de nombreuses années, H.K. sillonne les collines des Ozarks qu'il aime tant. Après 3 quarts d'heure de route, il se gare à un simple carrefour où se dresse une bâtisse qui faisait jadis office de poste et d'épicerie. Hello! Depuis quelques décennies, les fermiers s'y retrouvent pour partager le repas, échanger les dernières nouvelles et jouer de la musique, ou plutôt du bluegrass,
le genre musical traditionnel des Ozarks. Au cours de ses nombreux voyages, H.K. a découvert tous les genres musicaux du pays. Il ne s'est jamais séparé du violon que son oncle lui a offert pour ses 11 ans. Ces airs sont les mêmes que ceux de nos ancêtres. Et on les joue sans doute comme eux. Ça s'est transmis de génération en génération. On les joue souvent. Au fait, tu sais lire une partition? Non. Moi non plus. Toi non plus, et toi non plus. Notre génération ne sait pas lire la musique. Et pourtant, les gars comme lui ont un répertoire de 400 chansons dans leur tête. Je vais commencer par un accord en sol. C'est parti. Cette musique est arrivée au XVIIe siècle sur le continent avec les immigrés écossais et irlandais. Puis la tradition s'est transmise lors de rencontres comme celle-ci. Le bluegrass, tel qu'il est joué ici, est une musique sans parole. C'est le violon qui raconte les histoires et qui donne le tempo pour le quadrille. Les gens qui viennent ici sont le sel de la vie. Ce sont mes amis et les amis de mes amis. Vous voyez les photos là-haut? La plupart sont des joueurs de violon qui venaient ici et qui sont morts aujourd'hui. Nous, on est toujours là. Ce qui compte, c'est de se retrouver entre amis, d'être ensemble et de passer un bon moment. Voilà ce qui compte. Nous reprenons la route 66 en direction de l'ouest. Prochaine étape, les Grandes Plaines et le pays des cow-boys.